Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle de vue. Vous connaissez le principe, près d'une heure en notre compagnie pour découvrir une personnalité que vous pensez déjà connaître. Et pour mener cet échange, à mes côtés, Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles, et Kathleen Bilascopette, rédactrice en chef de RCI. Cet entretien est bien sûr à retrouver sur nos 3 médias. Et pour ce nouveau portrait, nous recevons aujourd'hui une femme aux multiples talents, chanteuse, actrice, écrivaine, fondatrice de festival. Dur de vous résumer, Victor Laszlo, mais très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Une heure, cela paraît évidemment bien peu pour retracer une vie foisonnante de projets artistiques, mais nous allons essayer. Mais avant, laissons au public l'occasion aussi de vous découvrir un peu mieux grâce au portrait que Mélinda Boulet va croquer. Victor Laszlo, bienvenue. Merci. Vous êtes une passionnée des arts, chanteuse, actrice, écrivaine. Petite, vous vouliez tous les pratiquer, surtout l'écriture. Vous avez la liberté chevillée au corps. Vous êtes née Sonia Dronier à Lorient en 1960, d'un père martiniquais et d'une mère grenadienne. Vous êtes la cadette d'une fratrie de 3 enfants. Vous passez votre enfance de 2 enfants, pardon. Vous passez votre enfance à Lorient, puis à Paris. Puis votre père est engagé par la Communauté économique européenne pour travailler dans un réacteur nucléaire. Et vous déménagez à Mol, au nord de la Belgique. Vos parents ne baignent pas plus que cela dans la culture antillaise. Mais un jour, votre père est interpellé par un autre Martiniquais qui lui parle en créole et lui qui répond en flamand. Et là, prise de conscience, il se met à vous raconter des histoires sur la Martinique et vous parle en créole. Vous y mettez les pieds en Martinique à l'âge de 10 ans et sur le tarmac de l'aéroport, c'est l'évidence, cette île et son histoire, vous la ressentez, vous la vibrez. Vous vouliez étudier l'architecture d'intérieur à Paris, mais l'ami qui devait vous héberger disparaît, vous devez faire des choix. Vous passez par une école de stylisme, puis vous passez par l'université de Bruxelles. Vous rêvez d'indépendance et vous répondez à des propositions dans le milieu du mannequinat. Vous n'y restez que 18 mois, mais vous gagnez votre indépendance financière et vous voilà libre de vivre vos rêves. Vos lendemains sont incertains, mais qu'importe, vous faites ce que vous aimez. Votre carrière dans la musique démarre en 1984 avec la sortie de Canoë Rose. Vous présentez le concours de l'Eurovision en 1987 en Belgique, habillé par Thierry Mugler. Et là, des millions de téléspectateurs découvrent la voix et la très glamour Victor Laszlo. Votre carrière prend alors un autre virage. Vous tournez au Japon, en Asie du Sud-Est, en Afrique du Sud et dans toute l'Europe. Avec cette exposition médiatique, des propositions vous sont faites pour le cinéma et la télévision. Vous êtes à l'affiche de Navarro notamment et de 48 films de télévision et de 5 longs métrages dont Nord-Plage. De la télévision et du cinéma, vous dites ne pas être une actrice convaincante ni convaincue. C'est le théâtre qui va par contre vous donner envie de monter vos propres spectacles. Loin de Paname, My Name is Billie Holiday et 3 femmes. Et puis l'écriture. L'art que vous avez révélé au grand public, tardivement on va dire. Vous écrivez depuis petite dans votre journal intime. Vous écrivez votre première nouvelle à l'âge de 12 ans. Puis des billets d'humeur. Vous n'êtes pas prête à publier parce que vous attendez. Et puis en 2010, vous vous décidez à vous livrer au grand public avec La femme qui pleure qui obtient le prix Charles Brisset. Des livres qui ont comme toile de fond l'histoire de nos îles, l'esclavage. Et depuis 2022, vous avez installé chez nous, en Martinique, chez vous d'ailleurs, le festival En Pays Rêvé, avec des auteurs venus du monde entier pour donner le goût de la lecture aux jeunes. Ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous avez toujours le trac lorsque vous montez sur scène. Vos racines sont à Saint-Pierre, à Sainte-Marie et à Fort-de-France et que vous allez vous installer à terme en Martinique. Vous êtes mère d'un fils de 36 ans et vous êtes, selon vos proches, l'incarnation de la sensibilité et de la bienveillance. Ah bon? C'est ce qu'ils nous ont dit. Ah, parce que vous avez... Eh oui. Oh là là, j'aimerais bien savoir qui c'est qui a dit ces jolies choses. Est-ce que ce portrait est fidèle à ce que vous êtes? Oui, les fidèles, j'ai l'impression d'avoir eu cette vie. D'abord, bonjour à toutes, c'est exceptionnel. Moi, je suis heureuse comme tout, hein, dans ce cocon féminin avec 3 têtes formidables. Oui, j'ai l'impression d'avoir eu des vies de chat, d'avoir été un petit peu dans toutes les directions, mais toujours avec beaucoup de sérieux. Je ne me suis jamais prise au sérieux, mais tout ce que j'ai entrepris, je l'ai entrepris sérieusement et jusqu'au bout. Même si, comme je vous l'ai dit quand on s'est parlé pour préparer cette émission, je n'ai jamais été persuadée d'être une grande comédienne et ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais
à cette époque-là, la musique déclinait un petit peu. Je sentais qu'il fallait que je me tourne vers d'autres possibilités de gagner ma vie. J'ai élevé mon fils seul et la télévision m'offrait des rôles, alors que pendant des années, je m'étais retrouvée devant des directeurs de casting qui me disaient « Ah ben non, la France n'est pas prête à accueillir un rôle récurrent qui ne soit pas blanc. » Et donc, j'ai eu la chance d'être une des premières à recevoir ce cadeau du rôle récurrent. Donc voilà, je l'ai embrassé avec enthousiasme, jamais vraiment persuadée d'être très très bonne. On va revenir sur votre enfance. Comment ça se passe, vous, la petite métisse à Mole? Eh bien, vous savez, on vivait dans un microcosme. C'était un petit site qui avait été construit pour les fonctionnaires du marché commun, de la communauté économique européenne, avec des maisons, des appartements. Sur ce site, il y avait toutes les nationalités, les 6 nationalités de l'époque qui constituaient l'Europe à cette époque. Et entre ce site et l'école, il y avait un bois, une grande forêt. Et les villages étaient, les petites villes, pardon, étaient à, je ne sais pas moi, 15 km au nord et 15 km au sud. Donc nous, on était dans cette espèce de microcosme de no man's land. Et on se connaissait tous, on vivait dans une ignorance totale de ce qu'était le monde, le vrai. C'est uniquement à l'âge de 13 ans que je me suis rendue pour la première fois à vélo dans les villages alentours et j'ai rencontré des Flamands. J'ai commencé à fréquenter les bars avec les copains qui étaient un petit peu plus délurés que moi et j'ai fait toutes sortes de bêtises à cette époque-là. Mais voilà, ma sœur et moi, nous étions très très bien accueillis. Vous savez, la Martinique, la Grenade, c'était les Caraïbes, c'était le rêve. Quel était, à cet âge-là, quand vous étiez jeune et adolescente, quel était votre rapport aux terres natales de vos parents? Donc, Mélinda l'a dit dans votre portrait, vous avez eu l'occasion de venir en vacances, mais comment vous regardiez ces terres lointaines, caribéennes, depuis votre ville de Belgique? C'est comme si j'avais deux existences déjà là. J'avais celle que je menais en Martinique quand je venais, parce que nous passions presque 3 mois en Martinique quand nous venions en vacances. Et comme j'ai dit à Mélinda, en arrivant en Martinique, je n'avais pas 10 ans. J'ai posé les pieds sur le tarmac du Lamentin. Et l'odeur de la canne à sucre à cette époque-là, puisque le Lamentin était entouré de champs de canne, tout ça m'a donné vraiment l'impression d'avoir atteint le pays qui était le mien. Cela dit, je n'ai pas été tout de suite consciente de son histoire et du bagage que cette île nous obligeait à porter d'une certaine manière. Donc cette conscience-là, si vous voulez, elle infuse progressivement jusqu'à ce que j'arrive à l'université et puis j'entende vraiment ce qui me constituait. Et Grenade? Parce que vous avez eu justement ce sentiment d'appartenance presque immédiat avec la Martinique, mais concernant l'île de votre papa? Mais comme de ma maman. De votre maman, pardon. Qui est anglaise, oui. En fait, c'est le hasard qui a voulu que nous atterrissions d'abord en Martinique. Donc la Martinique a été... Et pendant le même séjour, à 9 ans, presque 10 ans, nous sommes allés à Grenade. Et là, la surprise n'était pas la même, forcément. Alors j'ai aimé, j'ai adoré, ma grand-mère y vivait toujours. Mais il faut savoir que je n'y suis pas retournée souvent parce que, après le putsch des Américains, toute ma famille, qui était liée à la famille de Bishop, a été envoyée aux États-Unis. Donc j'ai perdu mes racines familiales grenadiennes. Bon, j'y suis retournée 2-3 fois, mais pas autant que je suis venue en Martinique. Et je n'ai pas eu l'occasion de m'ancrer, de sédimenter mon appartenance au pays. Comment ce métissage a influencé votre parcours et surtout votre vision du monde? Le fait de venir de ces petites îles, mais d'avoir aussi grandi en Belgique, vécu dans l'Hexagone. Oui, tout ce mélange, comment ça a influencé C'est assez particulier parce que j'ai souvent dit, enfin,
que le métissage était quelquefois un costume un peu difficile à porter. Il est très joli, il fait envie à tout le monde, mais pour celui qui le porte, il est parfois étriqué, parfois trop large. Vous n'êtes pas assez noir, vous n'êtes pas assez blanc pour telle ou telle chose, dans telle ou telle situation. Mais en réalité, ce que nous avons appris, ma sœur et moi, par nos parents, avant même de prendre conscience de notre différence, c'est le devoir d'excellence. Et ça traverse, voilà, ça appartient, je pense que ça appartient même plus encore au métissage. Parce que notre père nous disait, on ne vous donnera rien gratuitement, vous devrez travailler plus que les autres pour obtenir la même chose que les autres, etc. Donc, voilà, ça nous a donné une ligne de conduite, ça et la morale, quand on a parlé, une très, très grande notion. Ces valeurs que vos parents vous ont inculquées ? Absolument, de grande moralité, d'éthique, de civisme et tout ça. Et je pense que c'est notre colonne vertébrale, autant à ma sœur qu'à moi. Vous preniez des cours de violon et de danse toute petite. La danse, c'est la discipline dans laquelle, finalement, vous n'avez pas évolué. Bah oui. La seule. Dans l'intimité. Mais parce que je prenais des coups de bâton sur les genoux quand j'étais au cours de danse. J'avais une professeure italienne qui venait de l'Académie royale de Londres, qui était très stricte, et mes genoux, ils sont un peu... ils sortent un petit peu comme ça, ils sont pointus. Et puis, Magnatimola. Donc, tout ça, ça faisait que je n'avais pas exactement le physique d'une grande ballerina. Et puis, j'imagine qu'il fallait choisir et... quitter ma famille pour entrer dans les académies, que ce soit pour le violon d'ailleurs, ou pour la danse, je n'en avais pas envie. Donc j'ai arrêté le violon à 16 ans et j'ai arrêté la danse à peu près au même âge, sans vraiment arrêter, puisque le violon, j'ai repris à l'université, puis plus tard sur scène, etc. Et la danse, j'ai continué à danser, à prendre des cours. Et le créole, parlons-en. Quel est votre rapport, vous venez de nous faire une petite phrase en créole, quel est votre rapport à cette langue ? Ah, je t'aime moi non plus. C'est un rapport qui est Vous l'avez appris après ou est-ce que votre père parlait créole à la maison ? Alors mon père a très tard commencé à raconter des histoires en créole, mais ça n'était pas parler créole, c'était nous raconter l'histoire de Chouval, trois pattes, de fromager, etc. Non, le créole, je l'ai appris avec mes cousines en venant en vacances. Mais chaque fois que je repartais pour 10 mois ou 9 mois en Europe, j'en perdais un peu. Donc c'était un rapport comme ça. Vraiment, je t'aime moi non plus, jusqu'au jour où je me suis rendu compte à quel point la Martinique était mon lieu de prédilection et que c'était là que j'allais y terminer mes jours. Il y a quelque chose dans mon cerveau qui s'est mis en branle pour que j'apprenne vraiment à le parler, pour que j'ose surtout, en fait. Parce que je connaissais, je comprends tout, mais vous aviez une certaine timidité à le parler. Une sérieuse, oui. Ouais. Une sérieuse timidité, parce que comme on est très moqueur chez nous. Donc je me disais, oh là là, je vais me faire allumer, je n'osais pas chanter en créole. Puis là, c'est réglé. Victor Laszlo, nous allons marquer une première très courte pub, enfin pause en tous les cas, avant de nous retrouver, et bien sûr pour parler de votre carrière extrêmement foisonnante. À tout de suite. À tout de suite. De retour dans votre émission Angle de vue, en compagnie de Victor Laszlo, une artiste définitivement plurielle. Vous avez d'ailleurs choisi votre nom de scène en référence à Victor Laszlo, personnage culte du film Casablanca, symbole de la résistance anti-nazie dans le film. Pourquoi ce choix de patronyme ? J'imagine qu'il n'est pas anodin. Et est-ce que vous-même vous considérez comme une résistante ? À terme, oui. Oui, à l'époque où je l'ai choisi, sans doute pas. Mais je pense que je serais tombée sur n'importe quel patronyme non masculin, je l'aurais choisi. Parce que mon idée, c'était surtout de ne pas rester enfermée dans l'assignation que je me disais en tant que femme, portant un nom de femme, je risquais de rencontrer. J'ai toujours eu l'impression, j'ai vécu avec un père martiniquais, donc je pense que toutes les femmes du pays savent ce que c'est, qui m'a donné l'impression qu'en fait le pouvoir n'appartenait qu'aux hommes. Alors c'était pas très faux, hein, surtout à l'époque, ça a
pas mal changé, regardez-nous ici. Mais je pensais qu'en prenant un nom d'homme, j'arriverais à atteindre un but, j'arriverais à atteindre des rêves qui me seraient interdits en tant que femme. Ça vous a porté chance aujourd'hui avec un peu de recul? Ça m'a recul? porté chance. Je ne sais pas si ça m'a porté chance, mais en tout cas, ça a permis à des journalistes de me poser une première question. sur votre nom de scène. Alors on l'a dit, vous avez foulé les planches pour la première fois à l'âge de 11 ans dans une comédie musicale et ça a été le début d'une grande histoire d'amour avec la scène et les projecteurs. Vous entamez plus tard une carrière de mannequin pour les grands noms de la mode comme Thierry Mugler et Chantal Thomas. Qu'est-ce que vous... Oui, d'ailleurs, je vois que vous regardez la photo que nous avons choisie. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, nous dire à quel défilé ça fait référence? Je ne sais plus. J'en ai fait tellement en 18 mois. Je suis restée 18 mois mannequin. 18 mois. Donc finalement, ça a été assez intense comme carrière. Ça a été très, très, très intense. Ça s'est terminé à Paris, dans la cour carrée du Louvre, pour le défilé de Chantal Thomas. Ça, c'était l'acmé de ma période mannequin. J'ai tellement détesté ce moment. C'est vrai. Oh là là, c'était horrible. J'ai été victime de racisme, en fait... pas pour la première fois en tant que mannequin, mais dans les cabines d'essayage. À cette époque-là, il n'y avait pas encore beaucoup de mannequins noirs Non, on était 2 en Belgique. N'oubliez pas que j'ai démarré en Belgique. Oui. On était 2. Il y avait une fille noire qui était plus grande que moi, très fine, qui était congolaise, et puis moi, qui était cette espèce de machin... avec un corps pas un corps de mannequin comme on les conçoit aujourd'hui. Vous voyez, j'ai des bonnes cuisses, je suis plutôt on dirait une nageuse. Quoi, Après, les standards n'étaient pas non plus tout à fait les mêmes dans ces années-là. Non, c'est vrai que les standards maintenant. n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Chantal Thomas m'a choisie. Elle est venue me chercher en Belgique. Et puis voilà, une fois arrivée à Paris, je me suis rendu compte que je n'avais rien à faire dans ce métier. Rien du tout. Qu'est-ce que vous avez détesté d'ailleurs dans ce métier? Vraiment l'absence de culture, de curiosité, une forme enfin à l'époque, une forme de bêtise. Il y avait très très peu de filles qui avaient une vision de leur existence au-delà du métier de mannequin et de l'apparence. Moi, j'avais l'impression d'être un cintre. Quand je défilais, je me disais, ouais, voilà, on me met des vêtements dessus, je marche, machin, je touche de l'argent, je gagnais beaucoup d'argent, et puis voilà. Mais j'ai toujours eu besoin d'une nourriture intellectuelle. Et cette nourriture intellectuelle, je ne l'ai jamais trouvée dans ce milieu-là. J'ai rencontré une figure intéressante, c'était Inès de la Fressange, formidable personne, intelligente, fine, drôle, avec qui j'ai défilé donc dans la cour carrée du Louvre. Mais sinon, voilà, c'était un petit peu... C'était insuffisant pour moi. Vous êtes, Victor Laszlo, une très belle femme, j'imagine qu'on vous le fait souvent remarquer. Est-ce que cette beauté a été pour vous un atout? Est-ce que vous en avez joué? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous a parfois enfermé, freiné quand vous avez voulu, par exemple, vous consacrer à d'autres activités ou même dans les rapports que vous avez pu avoir avec les gens à cette époque? Oui, ça m'a plutôt freiné parce que je me souviens, le premier contrat que j'ai signé chez, à l'époque, CBS, voilà, ça n'existe plus. J'ai dit dans une interview, je pense que c'est la première interview que je fais, après qu'on m'ait demandé de poser pour des maillots, je leur dis, mon rêve, c'est de pouvoir mettre une toge et qu'on n'écoute que ma voix, ou éventuellement ce que j'ai à dire, si ça intéresse les gens, mais qu'on écoute ma voix et qu'on ne regarde pas mon physique. Et puis, en grandissant dans ce milieu, je me suis dit, bon, après tout, c'est un atout, donc autant s'en servir, et c'est ainsi que je suis devenue un peu l'égérie de Mugler et de Dior à l'époque aussi. Et ce besoin de vous faire entendre à l'époque, c'est justement ce qui vous a fait basculer dans l'univers de la chanson? Non, parce que... la chanson, en fait, ça n'est pas moi qui suis allée spontanément. Comment ça s'est fait ? Je pense que c'est le regard des autres. C'est le regard, ce que je voyais dans les yeux des gens quand je chantais, qui m'a permis de me dire que ça procurait du plaisir à ceux qui m'écoutaient et que donc je devais peut-être avoir un petit talent quelque part. Et c'est comme ça vraiment que je suis entrée dans la chanson. Un producteur est venu me voir, il m'a dit « Il paraît que tu sais chanter ».
Je dis, ah bon, qui c'est qui vous a dit ça? Je n'ai jamais chanté en public, jamais enregistré quoi que ce soit. Non, non, mais il avait le nez. Vous chantiez sous la douche, à minima? Même pas jouer du violon. Vous savez, j'étais violoniste, donc je continuais à jouer. Et c'est vrai que le violon, et ça je remercie vraiment mes parents, mais jusqu'à la fin de mes jours, c'est que le violon vous donne une oreille absolue. C'est tellement difficile à jouer, la justesse est tellement difficile à atteindre sur des cordes de violon que vous chantez juste, vous entendez juste, donc vous chantez juste. Mais non, c'est surtout voilà, toujours faire plaisir aux autres. Ça a été un petit peu mon problème dans la première partie de mon existence. Alors justement, vous avez chanté du jazz, de la soul, du funk en français, en anglais. Vous avez chanté en créole, allemand, en italien. Ah, ouais. Donc, et vous avez aussi semblé, à travers votre carrière musicale, chercher aussi à réunir un peu toutes les pièces qui composent votre identité. C'est multiculturel. Pardon, j'ai surtout, pendant la première partie de ma carrière, suivi ce qu'on me proposait de faire, en disant ça j'aime pas, mais quand même, il y avait des maisons de disques derrière. Et puis tout à coup, il y a eu cette espèce de fin du milieu, enfin de l'industrie du disque, cette espèce d'explosion de l'industrie du disque avec l'arrivée d'Internet et du streaming, etc. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, on n'en a rien à secouer, je vais faire exactement ce que je veux. Et depuis, je fais les albums que je veux. Le dernier et l'avant-dernier sont des albums. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un songbook avec des chansons très, presque folk. Et le dernier, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un truc très jazz caribéen ou jazz sud-américain. En français, avec une chanson en créole, etc. Donc, voilà. Ça vous agace du coup qu'on vous reparle quand même assez souvent de Canoë Rose? Ça ne m'agace pas du tout. Merci Canoë Rose, merci Pleurer des rivières. Si je ne les avais pas chantées, je ne serais pas devant vous, sans doute. À partir des années 90, on vous retrouve également derrière le petit écran et le grand écran, à l'affiche de près de 48 films. Une carrière dans laquelle vous êtes retrouvée. Est-ce que vous êtes trouvée à la hauteur? Non. Mais pourquoi justement? Parce que d'abord, je suis très traqueuse. J'ai un trac fou et je tremble. J'ai ce qu'on appelle des tremblements essentiels et il arrive que mon cou se mette à trembler. Et souvent, dans les castings qu'on me faisait faire, je me souviens d'un casting devant Bernard Giraudot, mais j'étais comme ça, je n'arrivais pas à maîtriser mon trac. Et donc, j'avais très peur de mal jouer. Que le trac vous enlève un pourcentage de vos capacités. J'avais peur de mal jouer. Et puis, je trouvais que tout le monde était toujours meilleur que moi. Voilà, c'est juste le syndrome de l'imposteur. Mais ça, c'est un peu ce qui m'a habité du début jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est une constante. C'est intéressant que vous disiez ça parce qu'effectivement, j'ai relevé que dans plusieurs interviews que vous avez données, où vous parlez de vos projets, que ce soit votre dernier ouvrage écrit, votre dernier album, vous avez cette répétition de langage qui n'est peut-être pas consciente, mais souvent vous dites « pour une fois, je suis fière de ce que j'ai fait ». Ce qui est une phrase ô combien paradoxale quand on voit la carrière que vous avez. Donc, est-ce à dire que vous êtes une perfectionniste ou une éternelle insatisfaite? Je suppose que je suis menée par cette phrase de mon père, l'excellence toujours, et l'impression de ne jamais atteindre cette excellence. Je ne suis pas insatisfaite, j'ai toujours peur de mal faire, de ne pas appartenir. Et ça, c'est un problème complètement enfin, c'est de la transgénéalogie. Ça. Quand on vient d'où nous venons tous ici, il y a un problème de légitimité parfois. Et moi, je crois que je suis un petit peu là-dedans. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour qu'un jour vous vous sentiez légitime? Enfin, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si ça arrivera. En tout cas, ce qui est important, c'est de rencontrer son public. Alors, pour les livres, ça, c'est une autre histoire. Ça a été beaucoup plus difficile. Pour la musique, je pense que j'ai eu des très, très belles salles, des très beaux publics et toujours des fans qui me suivent aujourd'hui. Donc, je suis heureuse. Aucun ressentiment, aucun regret, jamais. On l'a dit, vous avez fait carrière à la télévision, quelques films de cinéma aussi. On a vu toute cette vague qui a émergé ces dernières années d'actrices qui ont pris la parole pour dénoncer certains comportements dans le cinéma, la vague MeToo, plus récemment aussi les actrices françaises. C'est quelque chose que vous avez connu, que vous avez vécu dans vos années d'actrice? Alors, c'est une très bonne question parce que je me la suis posée quand ce mouvement est sorti et je me suis rendu compte que non, jamais. Et alors,
qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Est-ce que c'est moi qui je faisais peur aux hommes, à ces producteurs? Ils se disaient non, celle-là c'est écrit problème ou celle-là c'est écrit pas tout. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été confrontée. Jamais. Sauf il y a 20 ans, sur un tournage de Navarro, j'ai un réalisateur qui tous les matins me faisait des réflexions grivoises, genre tu sens l'amour. Donc ça vous est arrivé finalement? La seule fois. Mais alors comment je m'en suis démerdée, c'est que en fait quand j'ai réalisé que c'était du harcèlement, c'était encore pendant le tournage, j'ai dit ça à mon compagnon qui a menacé d'aller casser la figure à tout le monde, et je lui ai dit non, on va faire autrement. Je vais aller sur le tournage demain matin, je vais appeler le producteur exécutif et le producteur et je vais leur dire ce qui se passe. Et que si le réalisateur ne s'excuse pas, ne reconnaît pas les faits et ne s'excuse pas, j'abandonne la série. Et ça, c'est de l'argent et un procès. Et le type s'est excusé, il m'a dit « je dois me faire soigner, je te prie de m'excuser ». Et voilà. Donc, il a reconnu les faits tout de suite. Donc, si vous voulez, moi, être reconnu dans sa souffrance est déjà un grand pas. Donc voilà, mais c'était la seule expérience. C'est d'ailleurs un peu ce que cherchaient aussi ces actrices en prenant la parole. C'est ce qu'elles cherchent, bien sûr, elles ont bien raison. Faire comme vous, affronter directement le problème. Non, et donc, ça encore, je pense que c'est vraiment dû à mon éducation. Et vous validez leur démarche, vous trouvez que ces mouvements ont été utiles pour changer les pratiques dans ce milieu du cinéma, de la télévision, des arts? Je ne sais pas si oui, c'est utile. Que ça fait du Évidemment, bien. c'est utile. Et je pense que ça fait du bien, mais surtout dans les jeunes générations. Je pense que les vieux loups de l'ancienne garde, ils ne changeront jamais. Maintenant, le problème avec tous ces mouvements, ce sont les excès. On va jusqu'à un certain stade de nécessité, même pas d'utilité, mais de nécessité. C'était extrêmement nécessaire. Et puis, il y a des excès, malheureusement, comme dans toutes les prises de position. Quand vous dites des excès... Des excès voilà, quand tout le monde se jette sur une proie comme ça, simplement parce que un baiser dans le cou a été fait à l'insu de la personne, je pense que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Je pense que ça fait du tort au mouvement. Je pense que ça fait du tort au mouvement parce qu'il y a eu vraiment des dégâts psychologiques graves. Donc il faut mesurer, mesurer en tout. Alors en parallèle des plateaux de tournage et du micro, vous prenez aussi la plume. On va remarquer une dernière très courte pause avant, bien sûr, d'évoquer vos ouvrages, mais aussi et surtout le festival En Pays Rêvé dont vous êtes la fondatrice, Victor Laszlo. À tout de suite. De retour dans votre émission Angle de vue pour la troisième et dernière partie, en compagnie de notre invité Victor Laszlo. Alors Victor Laszlo, dans cette partie, on va plus largement parler de votre attrait pour l'écriture. Vous êtes vous-même écrivaine, auteure de plusieurs ouvrages et fondatrice aussi d'un festival littéraire dont l'édition 2024 débute lundi prochain, 18 novembre, ici en Martinique, avec vraiment une affiche prestigieuse. On y reviendra. Mais dites-nous d'abord d'où vous est venue cette passion pour la littérature. Est-ce que vous sauriez me dire le premier livre que vous avez lu et aussi le premier livre qui vous a donné envie d'écrire? La passion m'est venue de la bibliothèque de mes parents, tout simplement. J'ai la chance d'avoir un père qui lit beaucoup et une mère qui aime la littérature également. Alors j'ai pu toucher des livres en anglais, en français, indifféremment et sans aucun contrôle. Je suis tombée sur des livres qui n'étaient pas forcément de mon âge. Le premier livre que j'ai lu, c'était forcément un livre avec des dessins, mais je m'en souviens comme si c'était hier, et il est d'ailleurs dans mon premier roman. Ça s'appelait Ida et les fleurs. C'est un conte d'une petite fille que ses parents laissaient tous les soirs, et tous les soirs, elle se réveillait et toutes les fleurs du jardin faisaient un bal. Voilà. Et ce livre m'a beaucoup marquée, à tel point, je vous dis, que le personnage de mon premier roman s'appelle Ida. Et puis, le premier livre qui m'a donné envie d'écrire, ce sont des nouvelles de Maupassant, de Guy de Maupassant.
Et c'est en particulier une nouvelle que je n'aurais pas dû lire à 11 ans, mais qui raconte l'histoire d'un militaire qui revient du front, il est affamé, et en face de lui, dans le train, il y a une nourrice qui n'a pas de bébé à nourrir. Donc elle regorge de lait, elle n'en peut plus, elle a mal, elle s'évente, elle souffre, et elle finit par donner le sein au militaire. Voilà, ça m'a marqué, je me suis dit, ah non, donner à voir comme ça, c'est un talent exceptionnel. Donner à voir avec des mots, tout simplement, sans images, c'est génial. Vous avez écrit une saga sur les destins d'esclaves aux Antilles et ceux des Juifs de la Shoah. Pourquoi choisir justement d'aborder ces thèmes, notamment celui de la Shoah ? D'abord parce que je trouvais qu'il fallait vraiment établir des ponts entre ces deux mémoires. Et contrairement à ce qui est souvent fait, elles sont mises en concurrence. Oui, mais la Shoah, c'est plus grave. Oui, mais l'esclavage, c'est plus ancien. Oui, mais non. Les deux, la Shoah comme l'esclavage, existent depuis la nuit des temps. Pas la Shoah, pardon. Les persécutions juives dans les pays de l'Est existent, et en Afrique d'ailleurs, existent depuis la nuit des temps, comme l'esclavage, qui était inscrit dans les sociétés africaines, dans certaines tribus africaines. Ça existait depuis la nuit des temps. Et je trouve qu'il y a beaucoup de politiciens, d'humoristes qui ont fait leur lit de la concurrence mémorielle et je me suis souvent trouvée face à des gens, pour ne citer que lui, Boris Cyrulnik par exemple, ou des anonymes qui mettaient en parallèle ces deux mémoires, ces deux tragédies de l'humanité. Et voilà, et c'est pour répondre presque à mes propres questions que j'ai écrit ce diptyque. Justement, votre dernier ouvrage intitulé « Ce qui est pour toi, la rivière ne l'emporte pas », qui est paru en 2024, l'histoire d'une jeune esclave qui toute sa vie luttera pour sa liberté. Vous abordez dans cet ouvrage le thème de l'exil aussi et de la résistance. Donc vraiment, on a l'impression que ces thèmes-là vous sont chevillés au corps. De l'émancipation aussi, oui. De l'émancipation. Est-ce que vous-même, aujourd'hui, vous vous considérez émancipé à travers votre écriture et vos ouvrages? Vous-même qui parliez de cette exigence que vous vous mettez systématiquement, est-ce que vous vous considérez émancipé? Non, parce que je n'ai jamais eu de chaîne. Donc, mon émancipation, elle est féministe. Mais elle n'est pas, je n'ai pas été sous le joug de maître, tout ça c'est mémoriel, c'est notre bagage. Parfois aussi s'imposer ses propres carcans. Absolument. Je ne considère pas que je suis émancipée, mais je suis une résistante. Je suis une femme debout, on dit ici, femme debout, et je me relève dès que quelque chose m'atteint. Je voulais vous dire autre chose, puis ça m'est sorti de la tête, mais c'est pas grave. Ça vous reviendra peut-être. Vous dites, Victor Laszlo, je cite, « Il est urgent de parler du pouvoir du livre. C'est en changeant celles et ceux qui lisent que la littérature a le pouvoir de changer le monde. » Oui, mais Victor Laszlo, qui lit encore aujourd'hui, qui prend encore le temps dans le monde qui est le nôtre d'ouvrir un livre et de s'y plonger? Eh bien, beaucoup de gens, figurez-vous. C'est pour ça que le livre se porte finalement, dans le domaine de la culture, c'est le livre qui se porte le mieux encore. Parce que les gens sont encore attachés au papier, plus qu'au support numérique. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai décidé de fonder ce festival après avoir constaté qu'en Martinique, il y a 13% d'illettrisme résiduel. C'est quand même beaucoup. Et paradoxalement, nous sommes dans une terre d'écrivains. La Martinique est une terre d'écrivains, de penseurs qui ont infusé dans le monde entier. Mais on ne lit pas, les jeunes générations ne lisent pas plus qu'en France ou ailleurs. C'est plutôt générationnel. Et pourtant, quand vous allez dans les classes, il y a toujours 1, 2 ou 3 élèves dont vous sentez la sensibilité et vous sentez que si vous vous adressez à eux, de la bonne façon, ils vont comprendre la magie du livre, la magie que c'est d'ouvrir un livre et de voir s'envoler toutes ces images, toute cette beauté, toute cette matière à penser qui leur permettra de penser en dehors de leur bulle et qui leur permettra de penser le monde et de se faire un avis indépendant des autres. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que vous avez dit tout à l'heure que c'est la bibliothèque de vos parents qui vous a amené vers
la lecture, les jeunes générations, alors les parents ont un rôle peut-être à jouer, les communautés éducatives, parce qu'aujourd'hui, les enfants n'ont pas forcément un accès facile aux livres. Ils ont d'abord peut-être entre les mains plus une tablette et un téléphone portable qu'un ouvrage. Est-ce que chacun a son rôle à jouer d'en remettre des livres entre les mains des enfants? Chacun a son rôle à jouer, que ce soit la famille ou le corps enseignant. Il y a à l'école, il y a toujours un accès aux livres. Alors, c'est vrai que la raison d'être aussi de ce festival, c'est d'aller au plus près des gens. De se balader, de se déployer dans l'ensemble du territoire pour que chaque personne, pas très loin de chez elle, ait un endroit où aller acheter un livre, écouter un auteur et lire. Est-ce qu'il faut obliger les enfants à lire? Non, il n'y a pas de... Vous savez, on n'aime pas... on n'aimera jamais ce qui nous a été forcé, ce qui a été forcé sur nous. Jamais, c'est pas comme ça qu'on inculte. Il faut provoquer le désir. Et le désir se provoque par empathie. Donc, trouver chez l'enfant le sujet, ce qui l'intéresse dans la vie. Et lui dire, tiens, je vais te montrer un truc. C'est les voitures, par exemple. C'est les voitures qui t'intéressent. Parce que je vais te montrer un truc sur... Je vais te montrer d'abord une voiture, une Ferrari rouge. Ah, mais tu sais qui a construit cette Ferrari, qui a inventé ça. Et lui raconter l'histoire du bonhomme. Et lui montrer peut-être une bande dessinée d'abord. Et ensuite un livre, etc. Je dirais y aller très progressivement. Pardon, j'ai juste une petite question avant qu'on aborde aussi le festival En Pays Rêvé. Vous-même, en tant qu'écrivaine, est-ce que vous avez une routine d'écriture? Alors, je vous pose la question parce que je vous donne un exemple. Amélie Nothomb, par exemple, écrit 4 heures chaque matin en se levant avant le soleil. Est-ce que vous-même, vous avez une routine, quelque chose qui vous déclenche aussi, ou peut-être qui nourrit votre inspiration, ou une discipline que vous Non, vous je n'ai pas de imposez? discipline, voilà. J'ai aucune discipline. Mais ça, je ne suis pas quelqu'un de... Enfin, si, je suis disciplinée, mais pas pour... L'écriture, ça procède d'une gestation lente, et lorsque le bébé est prêt à naître, je m'assois et j'écris. Et ça va vite. Je dois partir, il faut que j'aille dans un lieu où, en tout cas, rien ne vient vous perturber. Mais je n'ai pas plus de routine que ça. Je n'écris pas tous les jours, puisque je fais tellement d'autres choses. Si je devais consacrer 2, 3 ou 4 heures par jour systématiquement à me mettre devant une page blanche ou un ordinateur allumé sans savoir ce que j'allais y écrire, non, ça ne marcherait pas. Enfin, pas pour moi. Vous y avez fait allusion, le livre se décline désormais sur d'autres supports, numériques et audio. Quel est votre regard sur ces nouveaux formats? Est-ce qu'ils renforcent le pouvoir du livre, hein, puisque c'est ce dont on parle aussi? Est-ce qu'ils renforcent ce pouvoir ou au contraire l'affaiblissent? Je pense que tout est bon, l'essentiel étant de lire. Vous êtes une adepte de ces nouveaux formats? Non, moi je ne les utilise pas. Je ne les utilise pas. En revanche, non, le livre audio, ce n'est pas la même chose. Ça ne s'adresse... Ce que l'on entend ne sédimente pas de la même manière que ce qu'on lit. Donc ça n'est pas du tout la même chose. Et écouter des livres, ça ne vous donnera pas plus envie de lire. Ça vous donnera envie d'écouter d'autres livres, mais pas d'en lire. Non, voilà, tant qu'on lit, que ce soit sur une tablette numérique, dans un journal ou dans un livre, c'est l'essentiel. On va parler du festival En Pays Rêvé, qui est là pour glorifier le pouvoir du livre. C'est le thème d'ailleurs de l'édition de 2024. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse de ce festival et quand et pourquoi a-t-il vu le jour? Il a vu le jour il y a 3 ans, donc c'est la 3e édition, après deux essais avec le Festival Écriture des Amériques qui venait de la Guadeloupe, et après que sa fondatrice m'ait dit « débrouille-toi, fais tes affaires, merci ». Enfin, jamais je lui dirai autant merci, parce que ça nous a permis d'avoir un festival martiniquais qui n'était pas du tout sous les dictats d'une autre organisation. Et puis, voilà, ça m'est venu parce que je me suis rendu compte d'abord que ça n'existait pas. Il y avait des écrivains qui venaient en Martinique sporadiquement, il y avait des festivals, mais il n'y avait pas un festival international qui faisait venir en même temps, pendant une semaine, des écrivains de tous les continents, si possible, et les mettait ensemble autour de table avec des écrivains martiniquais. Ça n'avait pas encore été fait. Donc, voilà, et il y avait une demande. Les 2 premières années du Festival Écriture des Amériques ont vu vraiment un public se constituer et être dans l'attente de l'année suivante.
Donc ça m'a donné des ailes. Et dites-moi, le pays rêvé, est-ce que c'est la Martinique ou est-ce que c'est ce pays imaginaire dans lequel la littérature nous transporte? Ce sont les deux. C'est un clin d'œil à Édouard Glissant, bien sûr, qui était mon ami et qui était un homme qui a vu ce que j'étais capable de faire, presque avant moi. Et c'est aussi ce pays que l'on peut découvrir dans les pages de certains livres. Mais bon, vous avez parlé du pouvoir du livre cette année. C'est vrai que le livre est une arme de dénonciation massive, une arme d'expression, de beauté massive. Tout est permis dans le livre et tout est donné, encore une fois, donné à voir à travers les mots écrits. Alors, vous nous ramenez des pointures pendant toute cette semaine, des auteurs de renom comme Dany Laferrière, qui est d'ailleurs le parrain de cette édition, Alain Mabanckou, Fabienne Canor, Christophe Onodibio, pour ne citer que ceux-là et celles-là. Comment faites-vous la sélection ? Et puis, comment arrivez-vous à les convaincre de venir ici? Eh ben, vous savez, ils ne sont pas très difficiles à convaincre. En fait, ça a été progressif, mais chaque année, parce qu'ils parlent, ceux qui étaient là l'année dernière et l'année d'avant sont rentrés chez eux et on en parlait. Et donc, moi, je continue à écrire, donc je vais dans des salons du livre avec mon dernier bouquin, entre autres, et je les rencontre. Ils me disent « Ah oui, j'ai entendu parler du festival, on peut y arriver. Ah oui, j'aimerais bien venir, etc. » Donc, ils ne sont pas très difficiles à convaincre. Mais cette année, on a eu la chance d'avoir des partenaires nationaux également, en plus de nos partenaires martiniquais. Et c'est ainsi que Christophe Onodibio vient pour Le Point et France Inter aussi. Est-ce qu'il y a des critères pour sélectionner Alors, les critères de sélection, c'est-à-dire on établit ce motif, qui est le pouvoir du livre. Je l'établis de façon à ce que beaucoup de livres puissent y entrer, parce que sinon je passerais mon année uniquement à lire, et ça, malheureusement, j'en ai pas le temps. Mais d'abord, il y a une première chose à savoir, c'est qu'il faut que les livres soient édités à compte d'éditeur, et voilà, et que je les aime finalement, c'est moi qui les choisis. Donc, voilà. Alors, certaines rencontres du festival vont être organisées sur d'anciennes habitations. Bon, on le sait, ce sont des lieux assez sensibles d'un point de vue de la question mémorielle. Quelle résonance, justement, vous souhaitez faire prendre à ce festival en organisant aussi des rencontres sur ce type de lieu? Eh bien, c'est que nous nous emparions de ce qui est à nous, tout simplement. En allant au domaine de la pagerie, nous habitons un lieu qu'il faut habiter autrement que dans le souvenir de la plantation. Voilà, tout simplement. Et c'est très important. Mais bon, on investit des médiathèques, des jardins, tous ceux qui nous accueillent. Donc, mais voilà, c'est très, très important que nous réinvestissions nos lieux de souffrance autrement, avec de la beauté, avec de la réflexion, avec des belles personnes. Justement, c'est une transition, votre réponse. Ce pays rêvé est en proie à une crise sociale actuellement qui ravive ces blessures séculaires jamais cicatrisées. Quel rôle l'écrivain peut et doit jouer dans cette société durablement meurtrie? Eh bien, le rôle de l'écrivain, même à travers les romans, il ne faut pas écrire des essais forcément pour s'adresser aux problèmes qui rongent notre société. On répond à des questions à travers des romans. Eh bien, c'est ça. Le rôle de l'écrivain, c'est atteindre autrement le cerveau du lecteur, la conscience du lecteur. C'est atteindre la conscience avec de l'art, avec sans agressivité, pas dans le combat, mais dans le questionnement, dans la mise en relation. Et puis, n'oublions pas que, par exemple, ce festival, il faut venir parce qu'on n'est pas soumis aux droits de douane, on n'est pas soumis aux 20% de TVA, donc on va pouvoir se nourrir intellectuellement sans payer 40% de plus que les Français. Et c'est sur cette très bonne conclusion, Victor Laszlo, que nous allons déjà malheureusement refermer cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé un peu de vos 9 vies avec nous sur ce plateau. Merci à vous. C'était une joie. Merci à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pour cette 8e émission Angle de vue. Vous le savez, cet entretien est à retrouver sur les ondes, dans les colonnes de votre quotidien et en ligne sur nos 3 médias via atv.tv, rci.fm et franceanti.fr. À très bientôt pour un nouveau portrait.